Bonjour à tous et bonjour à tous. Merci vraiment d'être avec nous. Bienvenue à ce premier événement francophone organisé par le Centre canadien de la politique scientifique, Canadian Science for Policy Center. Mon nom est Sophie Montreuil. Je serai votre animatrice aujourd'hui. Je suis directrice générale de l'ACFAS depuis décembre 2019. Permettez-moi de vous partager que l'ACFAS, vénérable et magnifique association, célèbre bientôt son 100e anniversaire. L'ACFAS a été fondée le 15 juin 1923. Et nous allons diffuser demain, 14 septembre, un communiqué qui va présenter la programmation spéciale du 100e anniversaire à l'ensemble de notre communauté. C'est vraiment un honneur pour moi d'animer ce premier panel francophone organisé par le CSPC. Je suis très honorée. J'espère bien faire la chose. Je salue vraiment cette initiative et ce nouveau type d'événement créé par le centre et je souhaite que le public, évidemment, soit au rendez-vous. Alors aujourd'hui, avec trois invités que je vais vous présenter, nous allons discuter des ambitions du nouveau plan climat de la Ville de Montréal, notamment l'ambition de la Ville d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, d'atteindre zéro émission d'ici 2040 pour l'ensemble des bâtiments résidentiels, institutionnels et commerciaux, et d'ici 2030, ça c'est presque demain, 2030, d'ici 2030 pour les bâtiments municipaux. Nos invités viennent du milieu politique, du milieu de la recherche et de l'Institut de la francophonie. Avec nos invités, nous allons nous demander si les objectifs de la Ville de Montréal sont réalistes. Nous allons nous interroger sur les changements auxquels il faut s'attendre et nous allons aussi pouvoir comparer les ambitions de la Ville de Montréal avec celles d'autres villes à l'international. Donc, c'est vraiment un très beau programme, une heure de lunch très chargée. Avant de présenter mes trois invités, quelques précisions d'usage. Ne cherchez pas, ne manipulez pas votre caméra. Nous sommes en format webinaire, donc les participants ne sont pas visibles. Seuls les invités et moi-même sommes visibles. Vous allez pouvoir, et nous souhaitons que vous le fassiez, nous transmettre vos questions auxquelles nous répondrons après une présentation qui sera faite par chacun des panélistes. Je vous invite donc, pour poser vos questions, à utiliser la traditionnelle fonction au bas de votre écran, le Q&A. Pour enregistrer vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit. Vous pouvez par ailleurs utiliser la conversation ou le chat si vous avez des problèmes de branchement ou si vous avez des questions que vous souhaitez plutôt poser aux organisateurs de l'événement. Donc, pour les questions relatives à mes invités, s'il vous plaît, les adresser dans la fonction Q&A. Je me permets aussi de vous dire que vers la toute fin de l'échange, on est ensemble jusqu'à 13h30, donc dans les 10 dernières minutes, 2 sondages vous seront lancés l'un après l'autre. Vous êtes bien sûr invités, vous allez les voir facilement apparaître à votre écran, vous êtes bien sûr invités à y répondre. Ça va permettre au CSPC de savoir qui vous êtes et qui donc est avec nous derrière l'écran. Les panélistes que nous avons aujourd'hui, donc vous les voyez, nous avons avec nous Madame Marie-André Mauger, que je salue, nous avons Monsieur Nicolas Biron, que je salue aussi, et nous avons Madame Ursula Ecker. Les trois vont prendre la parole individuellement dans un premier temps, et nous allons commencer avec Madame Mauger, qui aura une présentation PowerPoint à vous présenter. Madame Mauger, je vous dis officiellement bonjour. Bonjour à vous. Et je me permets de vous présenter. Donc, Madame Mauger est une élue dans l'arrondissement de Verdun, à Montréal, depuis 2013. Elle a effectué 2 mandats comme conseillère d'arrondissement dans le district Desmarchais-Crawford. Vous pourrez nous dire où se situe ce district, pour ceux qui ne le sauraient pas. Et depuis novembre dernier, vous êtes mairesse de l'arrondissement de Verdun.
Félicitations, Madame Mauger. La réduction de notre empreinte écologique et notre adaptation face au changement climatique sont au cœur de l'engagement politique de Madame Mauger. Et vous avez été nommé membre du comité exécutif de la Ville de Montréal en novembre 2021 et vous êtes désormais responsable de la transition écologique et de l'environnement. Petit dossier, s'il en est un. Madame Mauger, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous cède l'écran et la parole. Merci beaucoup, Madame Montreuil. Merci à toute l'organisation du Conseil canadien de la politique scientifique. C'est un plaisir de partager cette heure de lunch avec vous et avec aussi les autres panélistes, Madame Ecker, que j'ai déjà eu l'occasion de rencontrer, et Monsieur Biron. C'est vraiment un sujet qui est très important, le développement durable, l'urgence climatique et je trouve ça intéressant que le Conseil canadien de la politique scientifique l'organise parce que justement la première chose pour des municipalités, des gouvernements, peu importe le palier de gouvernement, c'est de reconnaître la science et la science sur le climat sonne l'alarme déjà depuis plusieurs décennies par rapport au changement climatique et à l'urgence climatique. Donc, ça a été un premier geste de la Ville de Montréal en 2018 de reconnaître l'urgence climatique. Et avec ça est arrivée l'adoption du plan climat en 2020. Donc, je vous ai préparé une courte présentation juste parce que, comme on est en virtuel, j'ai pensé qu'un support visuel pourrait être facilitant. Donc, je vous partage mon écran et je vais vous partager quelques éléments. Donc, je vous le mentionnais, on a reconnu formellement l'urgence climatique à la Ville de Montréal et donc, avec cette urgence climatique, il y a la reconnaissance de réduire nos GES, de respecter les limites des écosystèmes et aussi de s'adapter au changement climatique parce que on doit réussir à freiner nos émissions de GES, mais malgré tout, les changements climatiques sont déjà commencés. Donc, on a aussi le défi et le devoir de s'adapter au changement climatique et de développer notre résilience. On a donc, avant l'adoption du plan climat de la Ville de Montréal en 2020, il y a eu tout un travail en amont quand même. Il y a eu auparavant 3 plans de développement durable de la collectivité montréalaise. Il y a eu aussi le plan d'adaptation au changement climatique de l'agglomération de Montréal. Donc, quand on parle de l'agglomération, c'est l'île de Montréal. Donc, on inclut les 19 arrondissements de la ville, plus les 15 villes liées qui sont situées sur l'île de Montréal. Alors, le plan d'adaptation au changement climatique a été l'occasion de déterminer les principaux aléas climatiques qui allaient toucher l'île de Montréal. Donc, à partir d'un examen des vagues de température et de tous les chamboulements climatiques des 30 dernières années avec le groupe Ouranos, il a été donc établi nos aléas. Je vais vous les énoncer dans l'image suivante, mais juste pour vous dire que ce plan d'adaptation au changement climatique comprenait 1000 engagements et il a été réalisé à 95%. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que le plan s'est déployé, il y a eu un ajout de mesures et d'engagements de la part des arrondissements et villiers. Au fur et à mesure qu'il y avait une compréhension de ce qu'est l'adaptation, les municipalités et arrondissements se rendaient compte qu'ils étaient déjà en action. Ça, pour moi, c'est un élément qui est vraiment encourageant pour la suite des choses. Et donc, les fameux 6 aléas climatiques qui vont nous toucher principalement à Montréal, on voit l'augmentation des températures moyennes, l'augmentation des vagues de chaleur, des sécheresses, des épisodes de pluie abondante. On en a eu quelques-uns déjà en 2022. L'augmentation des crues printanières, donc qui peuvent être devancées, qui peuvent aussi être en dents de scie, et les tempêtes destructrices parce qu'il y a une modification dans la trajectoire des vents. Et ça aussi, on a vu alerte de tornades au mois de mai, les vents. Et donc, c'est nos 6 éléments à prendre en compte pour toute la planification urbanistique de la ville dès aujourd'hui. Ce qui m'amène à vous parler du plan climat, qui est le fruit d'une grande mobilisation quand même où il y a eu
il y a eu un travail d'experts il y a eu un comité d'experts, il y a eu un grand travail avec les parties prenantes à Montréal parce qu'on sait que la carboneutralité qu'on vise ne se fera pas que par des politiques publiques à la ville, mais bien avec un effort concerté des grands employeurs, du secteur industriel, communautaire, privé, des citoyens aussi, citoyennes. Et donc, on a noté comme 3 grands axes. Celui d'abord de devenir carboneutre en 2050. Le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada poursuit les mêmes cibles. Donc, on veut carboneutralité d'ici 2050 et on s'est donné une cible intermédiaire qui est moins 55% d'émissions GES d'ici 2030. En ce moment, on a fait à peu près la moitié du chemin. Donc, c'est par rapport à 1990. Donc, aujourd'hui, on a réduit autour de 26-28% nos GES par rapport à 1990. Donc, il faut faire en 8 ans ce qu'on a fait en 30 ans. Donc, ce sont des cibles très ambitieuses. Et puis, dans le plan climat aussi, on a tout un volet adaptation et résilience. Pardon. Ce que je vous soulignerais aussi par rapport au plan climat, c'est que le réseau C40 des villes du monde, ça regroupe à peu près 100 métropoles du monde qui sont engagées dans l'action climatique. Donc, le réseau C40 a reconnu notre plan climat pour le fait qu'on avait à la fois une cible de réduction GES et un plan d'adaptation et de résilience. Et donc, notre plan climat s'articule autour de 5 grands chantiers. Mobilisation de la communauté montréalaise, mobilité, urbanisme et aménagement, un chantier sur les bâtiments, sur l'exemplarité de la ville, sur la gouvernance. Il y a 46 actions dans le plan, dont 16 actions phares. Et je vous dirais que c'est un plan que j'appelle un plan parapluie, c'est-à-dire que le plan climat inclut d'autres plans et stratégies à la ville. Par exemple, on a une action qui est celle de développer l'agriculture urbaine. Et dans le cadre de cette action, la Ville de Montréal a adopté une stratégie d'agriculture urbaine en 2021. On a aussi la stratégie d'électrification des transports. On a un grand objectif d'être zéro déchet en 2030. Donc, ça, c'est notre plan directeur de gestion des matières résiduelles. Je pourrais vous en nommer d'autres aussi. On a le prochain plan d'urbanisme et de mobilité. Il y a une consultation publique à l'Office de consultation publique de Montréal qui est en cours là-dessus. Bien sûr, le plan stratégique Montréal 2030 de la Ville de Montréal. Je vais vous présenter quelques-unes des 46 actions du plan climat. On a d'abord une action qui est celle d'implanter un test climat dans la prise de décision de toutes les unités administratives au sein de la Ville de Montréal. La Ville de Montréal, c'est quand même 20 000 employés. Si on ajoute les employés du service de police de Montréal et du service des incendies, on compte 28 000 employés. Donc, c'est une grosse municipalité en soi, la Ville de Montréal. Donc, on veut s'assurer que dans tout le processus de décision, il y a une cohérence, qu'on développe le réflexe de l'empreinte carbone dans nos projets et aussi de la résilience à nos 6 aléas climatiques. Parmi les autres actions, on a aussi celle de consacrer 10 à 15% de notre plan d'investissement, ce qu'on appelle dans notre jargon notre plan décennal d'immobilisation à l'adaptation. Donc, par des infrastructures vertes, en s'assurant qu'on enracine la nature dans la ville. Une autre action phare de notre plan climat, c'est la plantation, l'entretien et la protection de 500 000 arbres qu'on veut planter avant tout dans des zones vulnérables. Donc, on fait une reddition de compte annuelle du plan climat. Notre première édition de compte en 2021 nous a permis de voir qu'on avait planté 41 000 arbres. Et donc, si on veut en planter 500 000 par année, ça veut dire une moyenne de 50 000. Donc, on a mis l'objectif en marche, mais il va falloir augmenter un tout petit peu la cadence pour être certain d'atteindre cette cible. On veut aussi revoir la réglementation pour outiller les arrondissements dans tout ce qui est de compétences d'arrondissement, puis aussi les municipalités des villes liées pour voir comment on peut implanter des règlements pour encourager
la réduction des GES, soit par l'adoption de modes de transport durable collectif, puis aussi assurer notre résilience. On peut penser à la gestion de l'eau de pluie, à la lutte contre les îlots de chaleur et d'autres éléments comme ça. Je vous ai glissé un mot du prochain plan d'urbanisme et de mobilité. Mais comment on peut déjà penser la ville pour favoriser les transports actifs et collectifs, donc avec une certaine densité qui permet de faire beaucoup de choses à pied, aussi d'avoir une vie de quartier avec des commerces et services de proximité. On sait que plus la densité est faible, ben moins on peut être entouré de commerces qu'on peut fréquenter à pied, plus ça risque d'être difficile de se rendre à la garderie à pied et tout ça. Donc, on est vraiment dans ce travail-là aussi. On en a glissé un mot. On veut que nos bâtiments montréalais soient zéro émission en 2030. Le parc immobilier montréalais, c'est plus de 1000 bâtiments. Ça va des serres du jardin botanique jusqu'à tous nos chalets de parc. Donc, c'est une cible très, très ambitieuse. On veut que toutes les activités de la collectivité, toutes les activités municipales soient carboneutres d'ici 2040. Pour vous donner une idée, les activités municipales comme telles, ça représente à peu près 2% des émissions GES de la collectivité montréalaise. Donc là, on est vraiment dans le chantier D du plan climat qui est celui de l'exemplarité de la ville. Ce sera ma dernière image en terminant, puisqu'on va en parler un peu. On a eu notre premier sommet climat en mai dernier avec le partenariat Climat Montréal qui est né dans la foulée de l'adoption du plan climat. C'est beaucoup des partenaires qui ont aidé la ville à élaborer le plan climat, qui ont formé le partenariat Climat Montréal et de concert avec la ville. Donc, il y a eu le premier sommet climat en mai 2022. Et à cette occasion, la ville a annoncé sa feuille de route pour rendre les bâtiments montréalais carboneutres d'ici 2040. Donc, on parle des bâtiments résidentiels, institutionnels et commerciaux. Et donc, on va mener une consultation à la fin de l'automne. On va commencer la consultation à la fin de l'automne et la terminer au début de l'hiver 2023. Mais en gros, ce qu'on a annoncé, c'est que tout nouveau bâtiment devrait être net zéro opérationnel pour les petits bâtiments d'ici 2024 et les grands bâtiments d'ici 2025. Pour les bâtiments existants, on les distingue. Quand on parle de grands bâtiments, c'est les 2000 mètres carrés et plus, et les petits bâtiments, 2000 mètres carrés et moins. Donc, on va avoir une approche différente. Il y a déjà un règlement divulgation cotation qui a été adopté en 2021 et qui est entré en vigueur en 2022. Donc, on va poursuivre la mise en œuvre de ces règlements en amenant les cotes de performance progressivement avec les seuils de performance pour amener tous les bâtiments vers le seuil de zéro émission en 2040. Et donc, je vous invite à suivre les consultations qui vont avoir lieu cet automne avec la commission permanente sur l'eau, l'environnement et le développement durable de la ville de Montréal. Donc, je vous ai transmis beaucoup d'informations en une dizaine de minutes. On aura l'occasion d'échanger tout au long du panel sur ces éléments. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Bourget, très clair, des engagements sérieux de la part de la Ville de Montréal. C'est ce qu'on comprend. Permettez-moi une question probablement très naïve. Carboneutralité, zéro émission, net zéro, c'est synonyme, ces expressions? Je vous dirais que c'est synonyme. On le vise vraiment dans la perspective de éliminer les systèmes, les combustibles qui sont émissifs. Ça n'exclut pas le gaz naturel, mais ce sera à ce moment-là un gaz naturel renouvelable et non pas un gaz naturel de source fossile. Et donc, c'est la nuance. Donc, avec Énergir, il y a une cible d'amener progressivement de plus en plus de gaz naturel renouvelable. Comme consommateur, on a l'option aussi d'adhérer au gaz naturel renouvelable. Donc, on s'en va vraiment vers donc des sources d'énergie qui ne sont pas d'origine fossile et donc non émissives de gaz à effet de serre.
Merci beaucoup pour la clarification. J'ai déjà des questions en banque. N'hésitez pas, participants et participantes, à déjà noter les vôtres et à nous les transférer par le Q&A. Merci beaucoup. Donc, on va passer à notre deuxième invité qui est Monsieur Biron. Alors, je vous le présente en quelques lignes. Monsieur Biron est spécialiste de programme à l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Il est titulaire d'une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke, ainsi que d'une maîtrise en ingénierie et management de l'environnement et du développement durable de l'Université de technologie de Troyes. Monsieur Biron se spécialise dans les objectifs de développement durable et l'économie circulaire. Il cumule une douzaine d'années d'expérience, dont près de 5 ans en Afrique de l'Ouest. Monsieur Biron a développé une maîtrise fine des enjeux environnementaux, sociaux, économiques et culturels de l'espace francophone, en particulier auprès des collectivités locales. Monsieur Biron, j'ai l'impression que vous allez nous amener ailleurs qu'à Montréal. Oui, tout à fait. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Ça me fait un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement, d'abord, j'ai beaucoup apprécié la présentation de Madame Mauger et je vais essayer d'être un peu complémentaire. En allant un petit peu ailleurs, avoir un peu une perspective un petit peu plus internationale, ce qu'on remarque notamment au niveau des États et gouvernements membres de la francophonie. La francophonie, c'est 88 États et gouvernements membres sur les 5 continents. Donc, et j'ai eu l'occasion, comme vous l'avez dit dans la présentation, de faire plusieurs années en Afrique de l'Ouest où j'ai eu à travailler avec plusieurs villes, notamment Afrique de l'Ouest, Afrique centrale. Donc, l'idée, c'est de voir un petit peu la perspective internationale. Pourquoi? Parce que moi, ma préoccupation, elle est ailleurs. Dans la mesure où je pense que le plan de Montréal, il est franchement très, très intéressant. Vous posez d'entrée de jeu, est-ce qu'il est à la hauteur des ambitions? Je trouve super intéressant qu'il s'aligne sur ce que la science nous prescrit de faire en matière d'objectifs climatiques. Et ça, c'est tout à l'honneur de la ville, mais on pourra y revenir. Ma préoccupation est ailleurs parce que, en termes de changement climatique, évidemment, les gaz à effet de serre n'ont pas de frontières. Donc, si on réduit à Montréal, c'est bien. Mais quand on regarde à l'échelle internationale, pour vous mettre en perspective, sur le continent africain seulement, bon, c'est des estimations, mais on estimait qu'entre 2015 et 2040, sur une période de 25 ans, la population urbaine allait croître de 500 millions d'habitants. Donc, faites le calcul, c'est à peu près une ville comme Montréal qui arrive tous les mois, qui s'agrandit. Donc, ça donne un petit peu la hauteur des enjeux. Et c'est un petit peu les enjeux qui nous animent, nous, à la francophonie, puisqu'on travaille donc avec ces pays-là. Et on sait que les villes, souvent, peuvent représenter jusqu'à 60 à 80% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Il y a énormément d'enjeux dont il faut parler aujourd'hui. On va essayer de voir un petit peu dans quelle dynamique peut s'inscrire justement le plan de la ville de Montréal. Alors, j'ai préparé aussi une petite présentation assez brève. Je sais pas, on va essayer de l'affichage. Alors, un écran, et puis je vais remonter, j'étais pas au début. Voilà, je pense que tout le monde voit mon écran. Une petite présentation que j'ai appelée l'art de se remettre en question. Ça va être un petit peu la ligne directrice de la présentation. Puis je pense que c'est certainement quelque chose qui a animé les réflexions au niveau de la ville de Montréal, vu l'ambition du plan qui est là. Et d'ailleurs, l'ambition, on va y reparler, c'est un thème clé. On va y revenir. Et l'autre mot-clé aussi que j'ai vu dans le plan, puis peut-être Mme Mauger pourra y revenir aussi tout à l'heure, c'est ne laisser personne de côté. Je pense que c'est quelque chose qui apparaît dans le plan. Nous, on le voit aussi beaucoup à l'échelle internationale. Ne laisser personne de côté au niveau de la ville, donc l'ensemble des citoyens de la ville, c'est très important, mais ne laisser personne de côté. Donc, les autres villes aussi à l'international, on doit les accompagner. On va le voir aussi un peu comme ça. Pourquoi je parle d'ambition? J'aurais pu vous mettre plusieurs exemples, mais on va aller assez court. Le petit schéma que vous voyez, en fait, c'est les prévisions en fait de réduction de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale avec les politiques actuelles et ce qu'il faudrait faire en fait pour atteindre ce que le GIEC nous recommande, donc de baisser pratiquement de 50% à l'horizon 2030 et d'atteindre la carboneutralité à l'horizon 2050. Pour vous donner une idée de l'ampleur de cet objectif, peut-être que pendant la pandémie en 2020, vous avez eu l'impression que l'économie était sur pause, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas d'industrie. Mais on a seulement
réduit nos émissions de gaz à effet de serre d'environ 5,4 %, puis on est déjà revenu à même plus que ce qu'on avait avant. 5,4 % dans un contexte de pandémie mondiale, alors qu'il faudrait réduire de 50 % d'ici 8 ans. Ça vous donne une idée de l'ambition. J'aurais pu vous mettre d'autres exemples. J'aurais pu vous parler des rapports du GIEC, la dernière étude qui est sortie il y a quelques jours dans la revue Science sur les points de basculement. On touche presque à ces points-là déjà. Mais ou même, pour ceux qui sont plus économistes, le Forum économique mondial, ça fait plusieurs années que dans le rapport sur les risques globaux identifie non pas les changements climatiques, mais l'inaction face au changement climatique comme le principal risque global sur la planète. Donc, qui dit ambition dit forcément audace, parce que oui, on a beaucoup parlé de transition énergétique dans les dernières années, mais à mon avis, ça ne suffira pas. Pourquoi, par exemple? Il faut se rappeler que la consommation des ressources a pratiquement quadruplé en 50 ans et dépasse significativement le taux de la croissance démographique. Aujourd'hui, le taux de circularité de la matière, l'économie circulaire, est estimé à 8,6 %. Autrement dit, plus de 90 % de toute la matière qui est faite annuellement va être soit ajoutée à l'environnement bâti, un bâtiment, évidemment, la matière est là, mais sinon, une grande portion de cette matière va être dispersée en gaz à effet de serre, par exemple, ou tout simplement jetée. Pensez à toutes les choses qu'on jette au quotidien ou des choses qui brisent, qui ne sont pas recyclées. Donc, ça va nous prendre, pour l'horizon 2030, une modification quand même significative de nos modes de consommation et de production, qui va au-delà je vais mettre en guillemets, d'une simple transition énergétique. Il faut revoir vraiment de façon plus audacieuse notre approche. Pourquoi les villes sont intéressantes là-dessus? C'est que, à mon avis, en tout cas, c'est que c'est au niveau des villes où on ressent plus ces éléments-là. C'est au niveau des villes qu'on sent les îlots de chaleur. C'est au niveau des villes qu'on sent la mobilité durable, par exemple. C'est au niveau des villes qu'on va voir les inondations. Les villes, pour 2050, ça serait presque 70 % de la population. C'est à 75 % de la consommation de ressources, par exemple, et seulement 2 % du territoire. Et les villes, à mon avis, ont cette capacité d'avoir l'ambition et l'audace dont on vient de parler. Évidemment, il y a d'autres paliers de gouvernement, mais je pense que le palier qui est peut-être le plus lié avec les citoyens, avec la population, qui est capable d'avoir cette audace, c'est peut-être plus au niveau des villes. Et les villes, comme la ville de Montréal, mais les autres villes dans la francophonie, ont aussi les mêmes enjeux. Je pense que Mme Mauger parlait des tempêtes, l'étalement urbain, les îlots de chaleur, la biodiversité dans les villes, la question des bâtiments, bien sûr, on va y revenir, l'adaptation au changement climatique. On fait tous face à ces différents enjeux-là. Et pour vous donner un petit exemple, des changements qui devraient s'opérer à l'intérieur des villes, je vais parler de la mobilité et des bâtiments, bien sûr. Mobilité, alors, une petite infographie qui n'est pas de moi, ça vient de l'Union européenne. La voiture. Nos villes, on hérite d'un modèle qui est basé sur la voiture. Aujourd'hui, on essaie de changer ça. C'est pas toujours facile. On fait ce changement. Ce que j'ai pu constater à l'international, notamment sur le continent africain, parce que j'y étais beaucoup, c'est qu'on réplique ce modèle-là. On réplique le modèle de développement urbain basé beaucoup sur la voiture. On est encore beaucoup sur les grands projets autoroutiers, par exemple. Et quand on regarde ça de plus près, on se rend compte, c'est les chiffres pour l'Europe, mais on ne doit pas être très loin de ça en Amérique du Nord. La voiture, elle est stationnée 95 % du temps. Et quand elle n'est pas stationnée, elle roule, mais 1,6 % du temps, c'est pour chercher une place de stationnement. 1 %, on est pris dans la congestion. Donc, finalement, voilà, on bâtit nos villes avec des routes, des stationnements, des stations-service. Il y a énormément d'emplacements de la ville qui est utilisé pour la voiture, qui finalement ne sert que très peu. Et puis, on peut regarder même au niveau de la consommation d'essence. C'est une infime partie de l'énergie, finalement, qui va être utilisée pour déplacer les humains, finalement, parce qu'on déplace la voiture en elle-même, qui est beaucoup plus lourde que les humains. Puis, si on compte aussi les impacts indirects et aux accidents, par exemple, on se rend compte que c'est un modèle qui est complètement absurde, en quelque sorte, et qu'il faut le modifier. Donc, je parlais de changements audacieux, c'en est un. Dans les bâtiments, c'est un petit peu la même chose.
Quand je parlais de l'accroissement de la population urbaine en Afrique, avec 500 millions de personnes de plus d'ici 2040, ben, il faut voir que, grosso modo, c'est pas des chiffres qui sont à jour, mais ça donne un ordre de grandeur. Ça veut dire qu'à peu près 80% des bâtiments qui vont être habitants en 2050 ne sont pas encore construits, notamment sur le continent africain. Encore une fois, c'est un ordre de grandeur, mais ça donne une idée de ce qui se construit. Et quand on construit un bâtiment aujourd'hui, il va être construit pour 50, 60, 75 ans. Donc, si on le construit mal aujourd'hui, on va être pris avec, encore une fois. Ça appelle des méthodes de construction qui sont différentes, des matériaux renouvelables. Par exemple, ici, on a un bâtiment, bon, ça, c'est au Québec, je ne sais pas si c'est à Montréal. Je dis au Québec, je vérifie, mais l'utilisation du matériau bois, qui est l'un des seuls matériaux renouvelables, fait certainement partie de la solution pour les pays forestiers. On parle de bâtiments, mais il faut le voir aussi dans l'aménagement du territoire de façon plus générale, notamment la lutte aux îlots de chaleur. Et la question du fin de vie, la fin de vie du bâtiment est extrêmement importante aussi. Aujourd'hui, quand on construit un bâtiment en béton, ou là je prends l'exemple de beaucoup de villes sur le continent africain dont j'ai eu la chance de visiter, où on construit en béton, c'est la pratique, c'est la culture de construction. Bon, quand on arrive à la fin de vie, ben, à part le démolir et en faire du gravat, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Alors qu'un bâtiment en bois, comme celui que vous voyez à l'écran, on pourrait éventuellement le concevoir pour que on pense déjà à la fin de vie du bâtiment et qu'on puisse le démonter et réutiliser les poutres, les colonnes qui sont là pour faire un autre bâtiment. Donc, éviter de couper de la nouvelle ressource et s'inscrire dans une logique d'économie circulaire. L'économie circulaire, d'ailleurs, qui est une autre thématique qu'on retrouve beaucoup, il me semble, dans le plan de Montréal. Alors, quelques leçons apprises ou peut-être bonnes pratiques que j'ai pu observer. Ce n'est pas scientifique au sens que il n'y a pas une étude approfondie là-dessus, c'est plutôt ce que moi j'ai pu observer, que j'essaie de résumer. Des bonnes pratiques au niveau des villes. La première, je l'ai dit, éviter les verrous. Quand on construit une autoroute, quand on construit un bâtiment, c'est mal fait, c'est mal intégré, on va être pris avec encore pendant de nombreuses années et on se crée des verrous qui nous empêchent justement d'atteindre nos objectifs climatiques. La cohérence. Alors, je suis très content de voir que le plan de Montréal est un plan parapluie qui intègre finalement d'autres plans stratégiques parce que trop souvent, ce qu'on voit, notamment à l'international, puis chez nous aussi d'ailleurs, on a plusieurs plans stratégiques, plan transport, plan bâtiment, plan climat, plan biodiversité, plan développement économique, et dont les objectifs ne sont pas toujours compatibles, en fait. Et ça, c'est un problème. Ici, au Québec, on n'a pas nécessairement cette culture-là, mais dans la culture plus franco-française, et notamment en Afrique, on a, par exemple, ce qu'on appelle les ministères du plan. Donc, on a cette notion de planification au-delà des différents ministères. Je ne dis pas que tout le plan est toujours mis en œuvre de façon correcte, mais on a cette réflexion de pensée beaucoup plus macro qui est super intéressante. Et donc, cette cohérence, elle est capitale. Cohérence entre plans stratégiques, et cohérence aussi, bon, entre les objectifs climatiques et d'autres objectifs environnementaux ou de développement durable qu'on peut avoir. Nous avons les objectifs de développement durable qui ont été adoptés en 2015. Le climat, qui est l'ODD 13, évidemment, est un objectif central, mais il y a d'autres éléments, dont l'ODD 11, villes durables, qui traitent des villes. Donc, c'est important d'assurer la cohérence entre toutes ces réflexions. La circularité, j'en ai mentionné un petit peu tout à l'heure, notamment sur le bâtiment ou la mobilité. Donc, d'inscrire la ville dans une logique d'économie circulaire, c'est fondamental. Ça peut vraiment nous permettre d'atteindre des objectifs climatiques parce que l'économie circulaire permet de réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre. Et qui dit économie circulaire à l'échelle des villes dit aussi un petit peu un changement de paradigme au niveau de l'approche qu'on a ou qu'on avait peut-être par le passé, où souvent les villes sont mises en concurrence. On parle de pôle d'attractivité, on va attirer chez nous la main-d'œuvre, on va attirer chez nous les industries, et les villes se mettent en concurrence finalement. Dans une logique circulaire, où on veut faire circuler les flux de matière et d'énergie, on ne peut plus être en concurrence. Il faut qu'on travaille main dans la main. Donc ça c'est quelque chose qui devrait changer au niveau des villes en général. Et c'est certainement que Montréal est dans cette dynamique de pouvoir collaborer, on l'a vu un petit peu avec l'agglomération, elle est obligée de collaborer avec les autres villes et pas d'être entrée en forme de concurrence. D'autres bonnes pratiques, l'innovation. L'innovation au sens de penser en dehors de la boîte. Okay? Il faut de l'audace, il faut venir des tout.
Ça peut être des choses assez anecdotiques. Une nouvelle qui a retenu mon attention cette semaine, je disais, en fait, j'ai même pas lu l'article, j'ai lu le grand titre. La ville de Drummondville qui cherche une alternative au gazon. C'est un petit peu anecdotique, là. On n'est pas sur des grandes émissions de gaz à effet de serre, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'on a des maisons avec du gazon, on va mettre de l'engrais, on va passer de tondeuse? Est-ce qu'il n'y a pas une autre alternative à ça? À quoi bon, à quoi ça rime tout ça? L'art de se remettre en question, c'est un peu ce que je disais. Donc, penser en dehors de la boîte, ça va être super important. L'autre bonne pratique que je constate, c'est les villes qui sont capables d'avoir des bons éléments de mesure. On veut être en mesure de prendre des bonnes décisions. On a besoin de bien évaluer l'impact de nos actions sur le climat et puis sur les autres aspects. Donc, on veut éviter les effets rebonds et s'assurer que finalement, lorsque je dois mettre en place un incitatif, un règlement, peu importe, un investissement, ben, je fais des bons choix qui vont avoir les meilleurs impacts. Je dois les mesurer, je dois les rapporter. Enfin, des institutions fortes. Je pense que Mme Mauger l'a dit tout à l'heure, ce plan n'a pas été fait sur un coin de table simplement par Montréal. Il y a un ensemble de partenaires qui ont été derrière ce plan-là. Je pense à la Fondation du Grand Montréal, qui est là-dedans et autres. Donc, des institutions qui ont une expertise très fine. Et ça, c'est une force que Montréal a, je pense, que beaucoup de villes n'ont pas forcément lorsqu'il vient le temps de faire ces plans-là. Et c'est pour ça que quand on regarde le plan de Montréal et comment on peut s'inspirer d'autres villes, j'ai envie d'un peu prendre la question à l'inverse, voir un peu dans quelle mesure Montréal peut devenir leader et inspirer finalement par son plan d'autres villes. Et je conclurai un peu sur ces mots-là. Et ce n'est pas de moi, hein, je copie, je te dis tout de suite, une chercheuse de l'Université Laval, Valériane Champagne-Saint-Arnaud, qui travaille notamment sur le baromètre de l'action climatique au Québec et qui interpelle sur au moins 3 points qui sont urgents à faire. Hein, la prochaine décennie, hein, on l'a dit, en 2022, 2030, c'est demain. 3 points majeurs que les villes peuvent faire. La littératie climatique. Ce qu'on entend par là, c'est s'assurer que les citoyens comprennent ce qu'on entend par changement climatique et comprennent l'impact de leurs actions. Un exemple que Mme Champagne cette année donne à l'occasion, c'est qu'on entend des citoyens qui disent « Moi, j'ai arrêté d'arroser le parking chez moi qui est en asphalte, j'économise l'eau, je suis écologique, donc je peux me permettre un VUS. » Deux choses, bon, c'est bien d'arrêter d'arroser sur le stationnement, mais ça n'a aucune espèce de rapport avec les émissions de gaz à effet de serre générales. Donc, augmenter la littératie climatique, c'est pas l'unique rôle de la ville, mais je pense que la ville peut jouer un rôle là-dessus. Faire rêver, OK? On veut changer de façon significative les modes de consommation et de production. Il faut que les gens embarquent. Okay? Et donc, c'est aussi le rôle de la ville de montrer que c'est intéressant de prendre des transports alternatifs ou des transports en commun. On peut habiter d'autres types de bâtiments qui vont être tout aussi confortables et sinon plus que nos bâtiments classiques, par exemple. Donc, faire rêver, montrer que l'atteinte des objectifs climatiques, ce n'est pas qu'une contrainte, mais c'est une opportunité aussi. Et faciliter, il faut que finalement le geste éco-responsable soit le plus simple pour le citoyen. Si on a d'une part des belles pistes cyclables, mais qu'on continue à avoir beaucoup d'espace de stationnement pas cher, et finalement le citoyen, ben, son option la plus simple, c'est de prendre son auto pour aller au travail, il va prendre son auto pour aller au travail. Donc, il faut qu'on conçoive la ville pour que l'option éco-responsable soit finalement la plus facilitante pour le citoyen. Donc, c'est 3 éléments clés là, que je remets ici. Puis le 4e, c'est le leadership. Comme je le disais tout à l'heure, je pense que Montréal peut avoir un certain leadership, notamment sur les autres villes et les autres villes francophones, puisque, voilà, en fait, c'est le nom aussi de la francophonie. Montréal, ville francophone, il y a énormément de villes francophones qui pourraient bénéficier de l'exemple de Montréal. Et ce lien, ne serait-ce que par la langue, peut être tout à fait facilitant. Donc, j'invite, si c'est pas déjà fait, bien sûr, la ville de Montréal à considérer, enfin, prendre conscience qu'elle puisse être un leader pour le reste de la francophonie. Donc, voilà un peu en quelques mots le petit parcours international que je voulais apporter ici.
Merci, M. Biron, c'est extrêmement fascinant. J'espère que Mme Mauger a entendu cette invitation à ce que Montréal joue un rôle de leader sur la scène internationale. Je pense qu'il y a beaucoup d'outils qui sont là, qui pourraient être utiles à d'autres municipalités. Je vous demande pas de répondre tout de suite, mais je remarque qu'il y a une chose, vous avez parlé de voiture et vous n'avez pas parlé de voiture électrique. On verra s'il y a lieu d'en parler. Et vous avez soulevé beaucoup d'éléments, je dirais, lourds dans notre capacité comme société et civilisation à attaquer de front. Donc, on pourra certainement y revenir. Mais l'audace, si je comprends bien, est un élément, est un moteur important. Il va falloir sortir de nos vieilles chaussures, on dirait. Merci beaucoup, Monsieur Biron, pour cet exposé. Notre troisième invitée, Madame Ursula Ecker, donc je vous la présente avant qu'elle ne vous livre sa présentation. Madame Ecker est titulaire de la chaire d'excellence en recherche du Canada sur les villes et les communautés intelligentes, durables et résilientes à l'Université Concordia. Elle a coordonné de nombreux projets de recherche internationaux dans les domaines de l'efficacité énergétique des bâtiments, des systèmes d'énergie renouvelable et de la simulation à l'échelle urbaine. Depuis juin 2019, Mme Ecker dirige un programme de recherche ambitieux. On a déjà mentionné le mot. Un programme de recherche ambitieux pour établir des stratégies de transformation vers des villes zéro carbone. Le programme de recherche de 7 ans a reçu un financement important, un financement gouvernemental de 10 millions de dollars canadiens. Il est également soutenu par l'Université Concordia pour un montant supplémentaire total de 10 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent pour traiter une question sérieuse et importante. En novembre 2020, Mme Ecker a fondé l'Institut des villes de la prochaine génération de Concordia, qui aborde les défis de la transformation urbaine avec une approche transdisciplinaire et qui développe des outils et des stratégies pour un avenir durable. Madame Ecker, l'écran et la parole sont à vous. Merci beaucoup et je vais essayer de complémenter un peu ce qui a été dit déjà pour pas répéter. Donc, je vais juste parler et je vais essayer de le faire en français. Ce n'est pas évident pour moi. Donc, je vais revenir un peu sur le but du plan climat que j'aime bien de Montréal. Pour moi, le but principal, c'est réduire les émissions des gaz à effet de serre. Donc, si on regarde où on est, c'est plus ou moins un tiers, ça vient des bâtiments, un tiers de l'industrie et à peu près 40% du transport. Et vous l'avez déjà dit, Madame Mauger, on a atteint plus ou moins la moitié des cibles. Donc, je dirais les solutions faciles ont été faites. Et si on regarde les données dans les dernières 5 années, de 2030 à 2018, là, il y a des données de la ville. Probablement, ça n'a pas beaucoup changé depuis. Ça bouge pas. Si on regarde les émissions de gaz à serre dans les dernières années, ça n'a vraiment pas bougé. Bon, COVID, c'est un peu l'exception, mais donc, ça, c'est un peu le problème qu'on voit pas de change. Et sur les cibles, il y a des cibles qui sont bien atteintes quand les arbres, la plantation des arbres, ça marche toujours bien. Les gens aiment les arbres, la nature. Donc, ces choses citoyennes, ça marche bien. On est bien dans le plan. Mais pour les véhicules électriques, par exemple, on a un plan je crois, de 47% de voitures électriques en 2030 et on a seulement 2%. Donc, on est super loin de cette cible. Et il y a une autre cible pour les voitures individuelles de réduire les trajets de 25%. Et ça aussi, on n'a même pas la possibilité de bien mesurer ça, mais ça n'a pas vraiment changé parce que les émissions du secteur transport, ça n'a quasiment pas changé dans les années. Donc, comme tout le monde l'a dit, je crois qu'on doit vraiment augmenter l'ambition et pas seulement l'ambition est là, les cibles sont tout bons, mais c'est une question comment le faire, quels sont les moyens pour
pour le faire, parce que la ville, comme vous l'avez dit, c'est seulement 2%. Donc, la ville, même si tous les bâtiments sont bien aménagés, ça change pas grand-chose. Donc, il faut vraiment mobiliser le secteur privé, les citoyens, spécialement pour le secteur du transport, parce que c'est quand même beaucoup des décisions individuelles de quel type de voiture on achète, comment on utilise. Il faut évidemment augmenter l'offre d'offrir un bon transport public, mais ça prend du temps et je crois que la ville veut bien le faire, c'est vraiment difficile à le faire. Il faut probablement aussi penser au stationnement, vous l'avez mentionné, Monsieur Durand, que notre ville sont vraiment centrées sur les voitures. Donc, et personne n'aime faire ça. Probablement les politiciens non plus, parce que si on réduit le nombre de parkings, les gens normalement sont pas très d'accord, mais si on veut changer ça, si on veut penser à une ville avec moins de transport individuel, il faut vraiment penser à des zones d'ultra faibles émissions. Donc, il y a des villes qui l'ont fait dans le centre-ville, où seulement des véhicules à très faibles émissions peuvent entrer. Donc, tout ce conglomérat de transport, c'est vraiment complexe et ça change un peu notre mode d'opérer. Dans les bâtiments, c'est probablement un peu plus facile et je crois le cible de devenir carboneutre, c'est très faisable parce que la seule chose qu'il faut faire en Québec, au moins, c'est changer à l'électricité. Donc, c'est vraiment pas trop compliqué. Mais je crois que c'est ça aussi, il faudra pas seulement parler des émissions parce que, comme je dis, on va juste éliminer le gaz et le mazout et là, on a le travail fait. Mais comme on veut électrifier aussi le transport, il n'y a pas la capacité de Hydro-Québec. On a même pas 50% électrique en Québec pour le moment. Donc, si on veut vraiment et sérieusement électrifier les autres 55%, il faut devenir plus efficace en performance énergétique. Et ça se mesure pas en émissions de carbone. Donc, il y a des villes comme Francfort qui ont décidé d'avoir toutes les constructions en standard passif, le plus haut standard qu'on peut avoir avec une demande de chauffage très, très baisse. Donc ça, je crois qu'il faut un peu voir que le secteur du bâtiment doit pas seulement réduire à zéro émission, mais aussi à un rendement énergétique, réduire la consommation d'énergie, parce que on peut simplement pas utiliser tant d'électricité pour chauffer nos bâtiments. Donc, et puis on n'a pas parlé du secteur industriel parce que c'est encore plus difficile à décarboner parce que il y a des processus industriels qui ont besoin de températures élevées, donc c'est pas tellement évident même de l'électrifier. Et là, cette question des crédits de carbone vient dans la discussion parce que je suis bien d'accord avec Madame Moger, zéro émission, zéro carbone. Si c'est vraiment tout en renouvelable, on ne sera pas fait. Mais je crois que le monde aujourd'hui, on peut obtenir un certificat à zéro carbone et tout ce qu'on fait, c'est continuer comme avant, mais acheter des crédits carbone. Et ça, je crois que ces crédits sont tellement valables et nécessaires pour l'industrie ou pour les secteurs qui sont beaucoup plus difficiles à décarboner, qu'il faudra aussi réfléchir à ça. Qu'est-ce qu'on fait avec les crédits de carbone qu'on ne les utilise pas pour des solutions où on peut faire beaucoup mieux en juste ajouter de l'isolation des bâtiments. Donc finalement, mon dernier commentaire, c'est comment le faire. Je crois que personne sait vraiment comment le faire le mieux. C'est une mélange de mobiliser les citoyens. Mais je crois aussi qu'il faudra vraiment commencer à construire des projets pilotes où on voit comment ça peut marcher. Avec une construction en bois, on peut maintenant construire des bâtiments à 20 étages en bois. Donc, on peut réduire le carbone intrinsèque, mais aussi le carbone opérationnel. Donc, et ça devrait être visible. Et pour cette question
d'ajouter de la capacité renouvelable. Je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas des panneaux solaires à Montréal. En Allemagne, c'est pas tout maintenant. Dans les pays européens, le solaire, c'est tellement modulaire, on peut le mettre dans les villes et on doit commencer à le voir. Ça pourrait probablement aider à Hydro-Québec pour pouvoir délivrer toute cette électricité dont on a besoin. Et nous, on a créé avec la ville et avec le secteur privé, avec les banques, un accélérateur de projets de bâtiments carboneutres. Et ça, c'est juste un essai d'avoir les gens à la table qui peuvent financer des projets plus ambitieux. La ville qui peut modifier le zonage, les permis de construction pour aider à des projets ambitieux qui sont probablement pas tellement attractifs d'un point de vue return of investment, parce que c'est pour ça que ça se fait pas. Donc, il faut les aider. Il faut aider ces projets pour les financer, pour accélérer les projets de permission. Et là, je crois, si on verrait dans les prochaines, et on a seulement 8 ans, si on verra des projets de retrofit et de construction nouvelle qui sera vraiment ambitieux avec un concept de mobilité active et durable et avec un concept de zéro déchet et tout ça, pas seulement dans un petit bâtiment, mais dans un complexe de bâtiments grand et significant, ça sera vraiment un pas avant qu'on doit faire. Merci. Merci beaucoup, Madame Ecker. Merci à mes 3 invités. Il y a des questions qui commencent à apparaître. Je vous remercie, les participants. Il nous reste, on a quand même une bonne plage de temps pour échanger entre nous. Je vous partage certains éléments sur lesquels je vais vous interroger, puis on va évidemment répondre aux questions qui nous sont communiquées. On a parlé des villes, on a parlé des individus. On a parlé de l'échiquier mondial, si on peut dire, avec Monsieur Biron. On a parlé transport, industrie, on a parlé bâtiment. On comprend de vos 3 présentations qu'il y a des éléments de positifs, il y a des éléments d'amélioration qui existent. Madame Mauger, je vais vous revenir, c'est sûr. On comprend aussi qu'il y a néanmoins de grands défis et que les défis en quelque sorte, repose sur la capacité, je vais le dire en mes mots, des individus, des industries, des différents paliers de gouvernement et de l'échiquier mondial à changer sa façon d'être, peu importe où il se situe, ce qui est quand même pas rien et pas banal. Donc, Madame Mauger, je pense qu'on va aller vers vous. Vous nous présentez un plan, vous y croyez, ça paraît, vous voyez des améliorations. Rappelez-nous ce sur quoi on peut miser pour regarder, et Monsieur Biron disait faire rêver, hein. Donc, rappelez-nous des éléments qui peuvent nous faire rêver et nous amener à changer des comportements, que ce soit au niveau des individus, des industries, enfin, allez-y comme vous le voulez. Oui, ben merci beaucoup. En fait, dans le plan climat, il y a une section où on aide les citoyens et les citoyennes à voir quelle sera la ville en 2030 et quelle sera la ville en 2050. Et justement, déjà en 2030, on sent la nature beaucoup plus présente, plus d'arbres, plus d'espaces déminéralisés, plus d'espaces de biodiversité. Donc, on délaisse aussi le gazon tel qu'on le connaît dans cette forme de monoculture pour utiliser chaque parcelle d'espace vert pour y intégrer du verdissement, mais un verdissement qui va créer des habitats pour les insectes, les oiseaux, les pollinisateurs. On va aller vers des forêts nourricières aussi, donc de planter des arbres et arbustes fruitiers, certainement aussi des arbres à noix. On veut que la ville soit apaisée aussi, donc en sécurisant les déplacements, on veut aussi augmenter l'espace dédié au transport actif. Donc là, c'est sûr qu'il y a l'élément, puis ça c'est peut-être le geste qui est le plus difficile, de faciliter l'option pour un déplacement éco-responsable. Là, on touche des habitudes qui sont ancrées depuis 70 ans.
depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et c'est vraiment très difficile parce que ça, les citoyens ont l'impression qu'on travaille contre eux. Et j'aime beaucoup les éléments apportés par Monsieur Biron sur la littératie climatique parce que c'est vrai que on fait beaucoup de gestes pour prendre soin de la population, mais c'est pas comme ça que c'est reçu ni perçu. On est comme un peu des puristes qui essaient de faire la leçon. C'est très difficile d'amener ce changement dans une perspective positive et dans une perspective de prendre soin de la population parce que cette notion d'urgence climatique, elle est floue et elle est très peu concrète. Là, je vous dirais qu'en Colombie-Britannique, avec ce qui s'est passé en 2021 à Lytton ou en l'espace de quelques minutes, il y a eu un incendie qui a complètement décimé un village, 600 morts. Là, les gens ont compris c'est quoi les changements climatiques parce qu'il y a eu un phénomène d'érosion qui a amplifié la sécheresse avec plein d'éléments combinés avec la hausse des températures. Et là, on voit cet effet d'emballement. Et puis en même temps, ça pourrait nous mobiliser si on comprend l'enjeu et nous mobiliser positivement parce qu'on voit aussi l'effet d'anxiété, l'éco-anxiété. Donc, on a d'un côté les gens qui embarquent pas du tout, qui n'arrivent pas à le comprendre et les autres qui sont dans une urgence où ils veulent faire leurs propres gestes pour que ça aille plus vite parce qu'ils ont le sentiment d'urgence. Donc, le défi, c'est de ramener tout le monde. Et je trouve que l'expérience de la pandémie nous montre beaucoup à quel point on a besoin d'un leadership et de messages clairs. Quand le masque est obligatoire, on le porte. Si on nous dit le masque n'est pas obligatoire, mais il est recommandé, on ne le porte plus. Même s'il y a autant de cas et des fois plus de cas qu'à l'époque où le masque était obligatoire. Et je me dis, c'est là où je pense que comme municipalité, il faut exercer un leadership fort avec des messages clairs pour montrer là vers où on doit aller. On a donné le signal pour les bâtiments. Et puis, pour moi, la prochaine étape, c'est tout le secteur des transports. Parce que les GES associés au bâtiment, là, si on exclut le secteur industriel, on parle de 26% à peu près. Le secteur des transports, on est à tout près de 40% sur l'île de Montréal, dont 30% transport routier. Puis, la plus grande part de ça, près de 60%, c'est le transport de personnes. Puis, on a aussi le transport de marchandises. Donc, il va vraiment falloir, d'un point de vue sociétal, accepter de donner un coup de barre et de renoncer à certains éléments, mais en amenant justement le côté positif qui est très, très, très important. Et ce n'est pas que par l'électrification des transports, parce que je trouve que M. Biron nous l'a bien montré aussi, plus de 50% de la ville est dédiée à de l'espace pour la voiture. Si on veut augmenter l'adaptation et la résilience de nos villes, il faut augmenter les espaces verts. Et on est appelé à revoir ce pourcentage-là à la baisse pour augmenter les espaces verts. Et là, on parle de réduction des GES à Montréal et ce n'est que nos émissions directes. On n'a pas parlé des émissions indirectes. Ça sera un autre panel. Merci. Madame Bourget, vous avez indirectement interpellé M. Biron. Je vais aller vers vous, M. Biron. Avec la perspective mondiale, on comprend que l'individu qui habite Montréal versus celui qui habite dans une ville en Afrique, les deux sont dans des contextes extrêmement différents. Madame Mauger nous dit, on est vu comme des puristes, vous faites référence à la pandémie quand il y a des mesures, je sais pas comment dire, plus coercitives, les gens sont obligés de suivre. Est-ce que vous avez parlé aussi du Forum économique mondial qui a une préoccupation importante à l'échelle planétaire? Est-ce que je ne sais pas comment poser la question. On peut s'attendre, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des bouleversements au-delà du fait de changer nous-mêmes comme individus, nos comportements. Vous donniez l'exemple du monsieur qui arrose, etc., qui n'arrête plus. Est-ce qu'il y a une façon de progresser plus rapidement? C'est de s'attendre à ce qu'il y ait des mesures de la part des villes, des États ou à l'échelle mondiale qui seraient plus drastiques
de faire valoir avec raison le côté positif, comme vous le dites, Madame Mauger. Est-ce qu'à un moment donné, on va atteindre cette espèce de point où il va falloir forcer le changement des comportements? Je ne sais trop. Merci pour la question. Je pense qu'il y a plusieurs éléments dans la question. La première des choses, si je savais comment accélérer cette transition, il me ferait plaisir de vous le dire. Je ne serai peut-être pas ici, mais c'est une question qui est fondamentale. À l'OIF, on a tendance à dire de façon générale, on identifie 6 grands acteurs de changement. Le secteur public, bien sûr, le secteur privé, les investisseurs, donc le secteur de la finance également, la société civile, les ONG, les universités, le secteur de la recherche, bien sûr, et les organisations de coopération multilatérale, par exemple. Et l'idée, c'est qu'il faut que ces 6 acteurs-là agissent en même temps. Les politiques publiques prendront pas de mesures ambitieuses si, d'un autre côté, la population n'en veut pas. Les entreprises vont pas se modifier, vont pas changer leur modèle d'affaires ou réduire leurs émissions si les investisseurs au secteur de la finance ne les suivent pas derrière. L'entreprise qui va chercher un prêt va faire un investissement, puis qui a un modèle d'affaires basé sur l'économie circulaire, qui est un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude, ça fait peur. Donc, tout le monde doit aller en même temps. On essaie, nous, juste d'être un catalyseur avec ces acteurs-là, mais c'est effectivement très difficile. Est-ce que je m'attends à des bouleversements à court, moyen ou long terme? Évidemment, non seulement parce qu'il y a une prise de conscience quand même des décideurs à l'échelle internationale et des maires que j'ai pu rencontrer, qui est évidente. Il y a des choses aussi qui vont arriver, veut pas. Je prends l'exemple de la mobilité, et c'est une discussion que j'avais encore la semaine dernière avec des chercheurs africains en économie circulaire. La question de la mobilité. On est en train au Québec, au Canada, puis en Europe, de réglementer qu'à l'horizon 2035-2040, il n'y aurait plus de vente de voitures à essence. Okay? On s'en va vers ce type de réglementation. Donc, d'un autre côté, en Afrique de l'Ouest, pour reprendre cet exemple-là, ce qu'on constate, c'est que les villes fonctionnent toujours encore sur le modèle de la voiture, beaucoup. Et les voitures qu'on retrouve, ce ne sont pas des voitures neuves, ce sont des voitures usagées qui viennent d'Europe, qui viennent du Canada, qui viennent du Québec, qui arrivent là-bas. En 2040, là, quand il n'y aura plus de voitures à essence, par exemple, qu'on va avoir des voitures électriques, est-ce que les villes dont je parlais tout à l'heure auront la capacité, les infrastructures nécessaires pour recharger en électricité ces véhicules-là? Il faudrait. Oui, mais la question se pose et ça amène des bouleversements dont on n'est pas nécessairement maître. C'est toute la question des risques et des opportunités, donc des facteurs extérieurs qui obligent aussi un certain changement. C'est sûr qu'à mon avis, l'un des acteurs qui a le plus de pouvoir d'accélérer ce changement, à mon avis, c'est le pouvoir public parce qu'il peut montrer l'exemple, il peut donner des réglementations. Et ça, c'est sûr qu'à un moment donné aussi, il y a beaucoup de sensibilisation qui est fait, on fait rêver, comme on a dit tout à l'heure, on accompagne, puis à un moment donné, il va falloir prendre des mesures qui sont plus contraignantes. Prenez un cas un peu un cas qu'on connaît bien, donc les sachets plastiques. Ouais. Il y a 15 ans, ceux qui avaient à l'épicerie avec leurs sachets en coton étaient vus comme des écolos pur laine. Des puristes, comme disait Madame Mauger. Oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est pratique commune, intégrée, acquise complètement. Et la réglementation d'empêcher les sachets plastiques qui est passée dans bien des cas, puis ça n'a pas fait de vague parce que la plupart des gens avaient déjà pris cette pratique, puis les autres, tant pis pour eux, là, à un moment donné, il faut aller de l'avant. Donc, c'est un peu ça qui va arriver. Mais en même temps, tout est dans tout. Hein. On veut faire un changement, encore une fois, la mobilité, mais c'est une question aussi d'accès au logement qui est complètement derrière ça. On voit l'augmentation des bâtiments, des résidences. Il y a des gens qui sont forcés d'aller plus loin dans la deuxième, troisième couronne, malheureusement. Et là, le transport en commun pour s'en centre-ville, c'est juste impossible. Donc, c'est des éléments qui sont extrêmement complexes et c'est pour ça que tout le monde doit aller en même temps.
Et c'est pour ça que je disais, la cohérence est extrêmement importante parce qu'on peut regarder sur le prisme sous le prisme climat, mais il faut le regarder aussi sous le prisme d'accès au logement, sous le prisme de biodiversité. Il faut le regarder sur tous les prismes. Et c'est loin d'être évident. Comme quoi, si j'avais la réponse à tout ça, je ne serais pas ici. Ou alors, on aurait déjà le meilleur plan. Mais je pense que c'est Mme Ecker qui disait, je pense que personne ne sait vraiment comment il faut faire. Donc, il faut se lancer. C'est peut-être tout à l'honneur de la Ville de Montréal qui ose finalement avec un plan aussi ambitieux de se lancer là-dedans. On va revenir au plan parce que c'est le cœur, au plan de la Ville de Montréal et parce que c'est le cœur de notre échange et on a compris que les villes, parce que c'est le gouvernement de proximité, peuvent avoir un impact peut-être plus facilement ou plus rapidement sur les individus. Peut-être avant de revenir et avant d'aller vers les questions plus pointues qu'on vient de recevoir sur les bâtiments de zéro émission. Je les ai vus, je les oublie pas. Madame Ecker, est-ce que vous souhaiteriez réagir ou ajouter, partager des nouveaux éléments à la lumière des derniers propos de M. Biron et de Mme Mauger? Oui, peut-être seulement un point. Je crois, je suis d'accord qu'on a toujours la chance qu'il y a assez de momentum pour vraiment changer tout ensemble. Et c'est ce qui a été discuté depuis longtemps, c'est de mettre un prix sur le carbone. Et ça, je crois, ça sera le moyen le plus facile parce que si les produits qui sont produits avec beaucoup d'émissions sont plus chers, les gens vont pas les acheter. Donc, mais c'est quand même difficile à organiser sur une échelle internationale, mais je crois qu'on avance quand même sur ça, de mettre des prix de carbone. De nouveau, le Québec a pris un chemin un peu différent que le reste, mais avec le cap and trade avec la Californie, mais ça va dans la même direction quand même. Donc, je crois si on arrive à mettre un prix sur toutes les conséquences du changement climatique, et ça se reflète dans chaque produit, chaque décision qu'on prend, ça aiderait énormément dans notre système qu'on a, où le prix détermine beaucoup de choix. Beaucoup d'éléments. Donc, le citoyen-consommateur pourrait modifier son comportement en décidant de ne pas se procurer quelque chose qui est trop cher parce qu'il a généré beaucoup d'émissions, par exemple. C'est une avenue, effectivement. Je me tourne vers les questions du public. Peut-être que c'est Madame Mauger qui pourra y répondre d'entrée de jeu. Sinon, Nicolas et Ursula, je vous invite à vous signaler aussi. Allons-y peut-être avec une question très concrète. Est-ce qu'une amende est prévue pour les bâtiments qui ne parviendront pas à se convertir en zéro émission à temps? Ce serait une façon d'inciter la transition. Merci pour la question. C'est un peu tôt pour y répondre parce qu'on va soumettre la feuille de route à la consultation, donc à la fin de l'autre. Bon, ça va être en décembre, janvier, février. Donc, on va rédiger la réglementation associée à ces mesures-là pour les bâtiments zéro émission. Ben, c'est toute bonne réglementation comprend des constats d'infraction en cas de non-respect. Donc, logiquement, il y aura de tels leviers prévus dans les règlements qui seront adoptés, là, suivant la feuille de route. Fait que là, je pourrais pas vous donner aujourd'hui un ordre de grandeur de ce sera quoi la gradation, puis on serait dans quelle fourchette d'amende. Certainement qu'il y aura une progression selon la superficie des bâtiments et tout. Mais si je me fie à tous les règlements, il y a toujours une section sur les pénalités. Les pénalités en cas d'infraction. Est-ce que construire des bâtiments zéro émission, c'est plus cher, c'est moins cher, c'est beaucoup plus cher que des bâtiments, je veux dire, les bâtiments auxquels on est habitué? Est-ce qu'il y a des éléments financiers qui pourraient donc nuire à la construction de nombreux bâtiments à zéro émission? Est-ce que vous voulez, Madame Ecker a ouvert son micro, Madame Mauger, le vôtre est encore ouvert. Je vais peut-être y aller avec Madame Ecker pour commencer.
Oui, on a vu plein d'études sur les standards d'isolation, c'est surtout l'isolation et les fenêtres, si on va vers des triples verres dans les fenêtres pour avoir le moindre perte. Évidemment, ça dépend du mode de considérer les coûts. Si on regarde les coûts sur le cycle de vie, c'est toujours moins cher de faire mieux. C'est toujours moins cher, mais le problème est, donc, parce qu'un bâtiment, ça vit quand même 30 ans, 50 ans, mais même si on va sur 20, 30 ans, ça revient toujours moins cher si on investit plus au début. Mais le problème, c'est qu'on doit investir un peu plus au début. Je dirais, bon, l'expérience, ça dépend un peu de l'état de l'industrie de construction et de l'expérience, mais je dirais ça reste entre 5 et maximum 10% de plus de coût initial. Et le problème est si, évidemment, il y a un développeur privé qui ensuite se retire du projet et vend les condos, il ne profite pas des coûts plus bas de l'opération. Mais si on garde, il y a quand même beaucoup de développeurs qui gardent les bâtiments et là, ça devient intéressant. Ça revient à un modèle de financement qui peut vivre avec un retour de coût sur 15-20 ans. Et là, les caisses de dépôt et le Canada Infrastructure Bank, ils ont des modèles pour financer ça. Et ça peut vraiment aider. Donc, ça prend une vision à moyen et long terme pour comprendre que l'investissement va être plus élevé au départ, mais que finalement, on va être gagnant. Monsieur Biron, vous aviez ouvert votre micro. Est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose? Non, en fait, c'était la même réflexion. C'est qu'il faut le considérer sur le cycle de vie du bâtiment, en fait. C'est ça le point, puis la difficulté, bon, elle a été bien présentée ici. Mais c'est la même chose qu'on va voir à l'international aussi. L'isolation, mais peut-être là, c'est parce qu'il fait très chaud, donc on veut limiter finalement la part de soleil et la climatisation. Ah oui. Le bâtiment classique qu'on va voir dans les grandes capitales africaines, par exemple, c'est en béton, puis avec beaucoup de climatiseurs. Il n'y a pas forcément d'éléments architecturaux pour limiter la part de soleil et finalement rafraîchir de façon naturelle le bâtiment. On passe beaucoup par la clim et les coûts d'énergie sont beaucoup plus importants ailleurs, en général, qu'ici au Québec. Donc, ça serait d'autant plus pertinent. Mais évidemment, le décideur public qui a à construire des écoles, pour prendre l'exemple d'école, par exemple, c'est plus cher à l'achat. Au lieu de construire 3 écoles, il en construit seulement 2. C'est choix, ça. Voilà. C'est toujours ça qui est difficile, en fait. C'est des choix très difficiles, effectivement. On disait que le bâtiment en ciment est difficilement récupérable et les coûts de la réfrigération, si on peut dire, plutôt acclimatisation dans les pays africains, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici, effectivement. Mais on peut penser, peut-être que Mme Auger, que il existe déjà probablement des financements ou des subventions pour la construction, que ce soit au niveau municipal ou provincial, pour le financement de la construction de nouveaux bâtiments davantage aux normes, mais qui ne produiraient éventuellement zéro émission. Tout à fait. Il y a déjà il y a des programmes provinciaux. Je pense à Réno Climat. La Ville de Montréal aussi a certains programmes de soutien à la rénovation pour les plex et tout ça. Puis, je pense qu'au fil du temps, on va voir aussi l'apparition de nouveaux programmes pour soutenir les propriétaires dans la mise aux normes de leurs bâtiments. On pense à la réduction des GES et aussi à la résilience là, de l'aide, par exemple, même des fois pour du verdissement, pour créer une climatisation naturelle autour des bâtiments plutôt que de dépendre d'appareils électriques. Parce que, on l'a abordé brièvement, mais c'est vrai qu'il faut d'abord mener un grand chantier d'efficacité énergétique pour libérer de la capacité électrique. Qui est peut-être mal utilisée davantage. En ce moment, je vous donnerai un exemple à Verdun, dans mon ancien district des marchés Crawford, qui est la moitié
du territoire de Verdun. Je repensais à vous au début quand Oui. vous avez dit, vous me direz c'est où. C'est en partie sur la rue la plus cool au monde, là, selon Time Out. Ah, Il y a Wellington! la rue Wellington. Mais Ouh! cette année, il y a eu l'abattage d'un arbre par Hydro-Québec. Puis une citoyenne était vraiment outrée. Et moi, j'adore ça. De plus en plus, je vois des citoyens, il faut vraiment bien justifier l'abattage d'un arbre. Et donc, j'ai fouillé, directeur des travaux publics, pourquoi cet arbre-là a été abattu? Ah, c'est Hydro-Québec. OK, bien, pourquoi Hydro-Québec l'a abattu? Et puis, c'est que Hydro-Québec a changé et passé d'un fil standard à un fil triphasé, comme on dit. Et donc là, il ne peut plus y avoir d'arbres à grand déploiement au travers de ces fils parce que là, c'est plus un fil de basse tension et c'est pour répondre à la demande, l'augmentation de l'électricité avec les bornes, avec tout. Et puis là, je me suis dit, ben, il faut travailler avec Hydro-Québec parce que est-ce que l'électrification veut dire qu'on va devoir abattre plus d'arbres sur rue? Et les arbres sur rue, c'est sûr, c'est les plus précieux. C'est une des richesses de la ville de Montréal aussi. C'est un caractère distinctif de la ville. C'est vrai. Et donc, on a ce défi-là aussi avec lequel on va composer pour ne pas entraîner l'abattage d'arbres pour augmenter la capacité du réseau électrique. Donc, c'est vraiment tout un effet domino des fois qu'on a du mal à mesurer sur toute la ligne. Mais il faut creuser, comme vous l'avez fait, il faut creuser une situation pour pouvoir faire apparaître la complexité et la circularité du problème, si on peut dire d'une certaine façon, M. Biron. J'allais juste dire, c'est un exemple tellement pertinent. Vous allez avoir la même chose à Québec, pour les gens de Québec qui peuvent nous écouter avec le projet de tramway. Va bien sûr. Forcément impacter ou amener l'abattage de certains arbres. On est sur il faut choisir parfois. On veut électrifier le transport, mais ça ne se fait pas sans impact. Donc, effectivement, il faut travailler avec tout le monde et puis ça va forcément amener d'autres impacts rebonds aussi. Merci. Je retourne dans les questions qui nous sont amenées. Je garde peut-être pour la fin le caractère réaliste ou non de la transition. Y a-t-il actuellement, Madame Mauger, une nouvelle législation en vigueur qui pourrait affecter la construction des bâtiments qui sont déjà en train de s'ériger pour suivre le principe de zéro émission? D'après ce que vous nous disiez sur la consultation qui s'en vient, c'est peut-être plus après coup qu'on verra cette législation apparaître? Tout à fait. Donc, les bâtiments qui sont aujourd'hui en construction ou qui ont obtenu un permis, mais qui ne sont pas en construction, ne sont pas touchés. Puis, ils ne sont pas assujettis. D'accord. Exact. Et entre l'adoption du règlement et son entrée en vigueur, on va justement prévoir un délai pour qu'il y ait un minimum de prévisibilité. Et l'entrée en vigueur va d'abord être pour les plus petits bâtiments, parce qu'ils sont planifiés sur une plus courte période que les 2000 mètres carrés et plus, peuvent être en planification depuis quelques années. Donc, mais on a déjà donné le signal en mai 2022 de cette volonté. Donc, même si la réglementation n'est pas encore soumise, adoptée, en vigueur, les signaux sont là qu'on va vers la carboneutralité pour 2040 dans le bâtiment. Donc, je pense que tous les développeurs sont à l'affût et vont aussi surveiller la consultation publique qui va être lancée cet automne. Très bien, merci beaucoup. Cette question, donc, dans quelle mesure la transition, et je vous inviterai tous et toutes à y répondre, c'est une question plus large aussi, en quelque sorte. Dans quelle mesure la transition vers des bâtiments zéro émission dans des zones densifiées, comme la ville, les grandes villes, est-elle réaliste? Bon, je présume que il faut décortiquer un peu le terme réaliste. Déjà, il y a une projection sur plusieurs années, 2030, 2040, 2050. Je présume que c'est une façon de rendre réaliste la transition. Mais au-delà de ça, que souhaitez-vous donc nous partager peut-être tous les trois par rapport au caractère réaliste de cette mesure et des objectifs en général qui sont ceux du plan climat de Montréal? Oui, je peux y aller. Je crois, pour moi, les bâtiments sont le cible le plus facile. En fait, parce que c'est pas des températures
élevé. On parle de 20 degrés, 25 degrés. C'est vraiment, bon, il y a une différence de température à l'extérieur, mais c'est quand même pas une différence très élevée. Donc, on a des moyens de le faire avec des pompes à chaleur très facilement. Donc, ce sont déjà des systèmes qui sont sur le marché depuis longtemps. Donc, il y a tout ce dont on a besoin. Donc, c'est seulement une question pour les nouvelles constructions, c'est vraiment facile parce qu'on met des pompes à chaleur, on installe le système de distribution dans le bâtiment et comme je dis, je crois qu'il faudra aussi peu penser au concept des énergies renouvelables parce que on a déjà entendu du premier Lego que parle de nouveaux barrages, mais pourquoi on met pas de l'énergie dans les villes, d'énergie solaire? Ça sera beaucoup plus résilient parce que tous les barrages sont très loin des centres des villes. Donc, on a ce problème de résilience aussi à voir. Donc, si on a au moins un peu, 10, 20, 30% de génération locale pour les services essentiels, ça sera vraiment important d'un point de vue résilience aussi. Donc, mais comme je dis, c'est assez facile, surtout sur les bâtiments nouveaux. Sur les bâtiments existants, des fois, ça peut être plus compliqué si on a aussi si on a encore des systèmes de distribution de chaleur en steam, en vapeur. Donc là, les bâtiments vieilles, type industriel, ça pourrait être un peu plus difficile parce que il faut quand même changer la distribution de vapeur qui coûte plus cher. Donc là, les pompes à chaleur seront plus difficiles parce que il faut changer tout le système d'alimentation. Mais sinon, c'est vraiment pas une tâche très compliquée. Le marché a tous les composants. On a on peut y arriver. Et pour le faire. Donc, on a la capacité, si je comprends bien, à partir du plan, de dire à Montréal des bâtiments qui génèrent du carbone en quelque sorte. Et c'est relativement facile, je mets relativement entre guillemets. Est-ce que c'est votre lecture de l'avenir, Mme Mauger? Oui, ben moi, je pense que pour moi, la conversation, elle est maintenant sur le comment on y arrive et non pas est-ce qu'on peut y arriver parce que avons-nous vraiment le choix? Moi, je pense que la science, elle est claire. On doit réduire et on doit réduire drastiquement. Et dans une ville comme Montréal, on a de la facilité par rapport à d'autres villes du monde. Si nous, on n'y arrive pas, on parlait un peu plus tôt du leadership. Oui. On a la chance d'avoir une hydroélectricité. Donc, on a l'obligation de réussir et de donner un exemple. On joue un leadership à l'échelle du Québec, du Canada. On est au sein d'un grand réseau international, le C40, et on peut y arriver. C'est vraiment la volonté. Et je suis d'accord avec Mme Écart que la feuille de route du bâtiment, c'est la plus facile. Quand on va arriver dans les transports, les industries, ça va être plus difficile. Les prochaines étapes vont demander un effort, mais on est capable, on peut faire preuve d'innovation. Les villes sont au front. On a vu aussi, la population mondiale va se concentrer dans les villes. C'est là que la majorité des GES sont générés. Donc, la conversation de la consultation va être vraiment sur le comment et non pas sur le côté. Est-ce qu'on ne souhaite pas re-questionner les cibles qu'on a mises de l'avant parce qu'on n'a pas 10 ans devant nous pour en discuter. Donc, le signal a été donné, puis on maintient le cap là-dessus. Oui. Le signal est clair. Très bien. Je vois, si vous n'avez pas vu aux participants, qu'il y a un premier sondage qui a été partagé. Donc, on vous invite à y répondre, bien entendu. Monsieur Biron, vous souhaitez... Ah, ben là, il vient d'apparaître à l'écran. Attendez, on va fermer nos boîtes. Monsieur Biron, quelques commentaires sur le caractère réaliste? En fait, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit autant par Mme Équin que Mme Mauger. On ne peut pas discuter, débattre de la question
réaliste ou non, je pense que c'est prendre le problème du mauvais côté. Si on n'arrive pas à atteindre les cibles, à mon avis, c'est pas parce que ce n'était pas réaliste. Il y a peut-être tellement de problèmes On qu'on n'a va peut-être voir, pas pris les bons moyens. Ouais. mais oui, ou manquer d'appui. De leadership. Je dirais pas ça tout de suite, mais je pense qu'il faut partir du principe qu'elles sont réalistes. Et elles sont réalistes parce que techniquement, c'est tout à fait faisable. Je vais donner un autre exemple, autre que Montréal, encore une fois, pour aller un peu plus du côté international, mais l'IFDD, donc l'Institut de la francophonie pour le développement durable, va travailler avec 8 pays de l'Afrique de l'Ouest pour établir une nouvelle norme d'efficacité énergétique dans le bâtiment neuf. C'est une norme qui est beaucoup plus sévère que les normes actuelles et qui est basée sur quoi, en fait? Qui est basée sur le principe qu'on garde des bâtiments normaux, donc en béton, c'est le mode de construction qui est privilégié, mais on va ajouter, de mémoire, je pense que c'est 15 cm d'isolant pour éviter que le bâtiment surchauffe finalement et puis qu'on ait des besoins énergétiques énormes en climatisation. Donc, la solution technique, elle est là, elle est plus coûteuse. On sait que c'est tout à fait faisable. Si on ne le fait pas aujourd'hui, c'est pour d'autres raisons, mais c'est pas parce que c'est irréaliste. Voilà, c'est peut-être le petit mot que je pourrais ajouter ici. Merci beaucoup. On arrive vers la fin. Je vais vous poser une seule question simple, peut-être vous demander de répondre en 1 minute. Choisissez donc un interlocuteur, un individu, un palier de gouvernement et une parole, un message que vous lanceriez à cette personne-là, suivant l'objectif d'être ambitieux et de contribuer à vraiment changer ou accélérer les choses. À qui voudriez-vous, chacun de vous trois, parler d'abord, à l'individu, au citoyen, à un palier de gouvernement sur la scène mondiale? Et quel serait le grand message que vous aimeriez lui partager? Et je vous prends le cours. Madame Beaugé, vous lancez. Je vais rebondir sur un thème qui a été évoqué, mais dont on a peu parlé, l'économie circulaire, qui est en lien avec le respect des limites des écosystèmes. Aujourd'hui, de la façon dont on vit au Québec, il nous faudrait au moins 4 planètes pour répondre à notre consommation. On épuise au bout de 3 mois ce que la planète peut le temps qu'elle peut se régénérer en 1 an. Donc, je vois que, à Montréal comme au Québec, notre indice de circularité de l'économie est à moins de 4%. Donc, moi, j'aurais envie qu'on se donne une cible ambitieuse de le tripler, le quadrupler en 1 décennie. Je sais pas ce qui est réaliste, mais vraiment, j'aimerais qu'on se démarque dans notre modèle économique pour vraiment miser sur la circularité rapidement, en fait. Économie circulaire, davantage, augmenter le 4%, c'est pas très élevé, effectivement. Consommer différemment. Revoir nos paradigmes économiques pour être en mode économie circulaire plutôt que linéaire. Le consommer, jeter, c'est terminé, cette époque-là. J'aimerais l'avoir terminée. Je pense que cette conversation-là, on pourrait l'avoir. Ouais. Très intéressant. Monsieur Biron. Peut-être je profiterai de l'actualité. On est en campagne électorale provinciale, donc pourquoi pas. Hein? On me donnait la chance de m'intéresser au chef de parti. Alors, je le fais de façon très informelle avec ce panel-là, bien sûr. C'est la vision. Où est-ce que vous voyez le Québec dans 50 ans ou même dans 100 ans? On a beaucoup parlé dans les derniers jours du poids du français à l'échelle du Canada. D'ici 100 ans, ça pourrait évoluer, mais sur le plan de l'adaptation et de l'atténuation du changement climatique, vous voyez comment le Québec dans 100 ans? Parce que les décisions qu'on prend aujourd'hui vont avoir un impact. Et 100 ans, là, j'ajouterais un sous-point, c'est très court. Moi, c'est quelque chose que personnellement, j'ai expérimenté, surtout le personnel, il y a 2 ans, quand mon grand-père est décédé. Il avait 97 ans. Et j'ai eu la chance... un siècle, hein, quand même. Pratiquement un siècle. Et j'ai eu la chance de lui présenter ma première fille. J'ai deux jeunes enfants, 3 ans et 18 mois. Et ma fille avait à ce moment-là 6 mois. Même pas 6 mois, en fait, elle avait 2 mois. Et il a pu la voir, il est décédé 2 semaines après. Et ma fille va peut-être avoir 100 ans aussi. Là.
Donc, sur une échelle de 200 ans, deux humains vont se rencontrer. Vous voyez ce que je veux dire? Très belle Donc, finalement, figure. même 200 ans, c'est pas loin, là. On va les vivre physiquement. Si c'est pas nous, ça va être nos enfants. Alors, quand on demande de se projeter, d'avoir une vision à l'horizon 2100, ce n'est absolument pas hypothétique, là. OK? C'est beaucoup plus concret qu'on peut le penser. Les décisions qu'on prend aujourd'hui vont nous amener là-bas. Donc, j'aimerais ça qu'on se dote de cette vision-là, puis les actions devraient normalement découler. Ça nous cohérent. Très belle image. Très belle image. Madame Ecker, votre message? Bon, je parlerai probablement au fédéral ou international parce que je crois pour moi le prix de carbone c'est le message principal parce que nous devons cesser de considérer les frontières nationales parce qu'il n'y a pas il faut inclure toutes les émissions, il n'y a pas de combustible fossile propre. Il n'y a pas de frontières. Et le Canada essaie toujours de parler de produire des émissions, des énergies fossiles propres. Pour moi, ça fait pas du sens. Et puis, on l'exporte en Afrique et c'est consommé, ça produit du carbone. Donc, il faut vraiment taxer le carbone si on veut réduire la consommation sur le monde. Et pas dire, bon, nous, on peut vivre avec l'hydroélectricité, mais en plus, on produit des énergies fossiles et on les exporte et ça compte pas pour le Canada. Pour moi, c'est un peu hypocrite. Donc, il n'y a pas de frontières sur le sujet de carbone. Donc, il faut être honnête sur ça et compter sur toutes les émissions et mettre un prix. Voilà. Merci. 13h31, on a même dépassé d'1 minute. Vous avez vu passer dans le chat des éléments d'information, programmation à venir du CSPC. Vous pouvez vous inscrire à l'infolettre. On vous invite à le faire. Ça va certainement vous tenir informé aussi des prochaines rencontres francophones qui auront lieu, qui seront organisées. Merci à vous trois, Monsieur Biron, Madame Mauger, Madame Ecker. C'était très passionnant, très instructif, avec un éclairage local et qui allait sur l'international. Très intéressant de vous entendre. Merci d'avoir, à mes collègues et amis du CSPC, d'avoir créé cette formule d'événement, d'avoir créé ce premier panel. J'espère que ça vous a plu. On vous remercie vraiment de votre présence et on vous souhaite une très belle fin de journée. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci beaucoup.